Moi, la bipolarité, elle a frappé chez moi, j'avais à peu près 16-17 ans. Et c'est extrêmement compliqué de savoir quel genre d'adulte on est quand en fait on passe par des crises euphoriques, des crises dépressives constamment. Finalement, qui on est à travers tout ça? Qui est la vraie Olivia? C'est un peu difficile quand on est diagnostiqué parce que, comment dire, c'est une étiquette en fait qui tombe et du coup, bah, en fait, on se dit ok, j'ai ce trouble, mais qu'est-ce que ça change? Enfin, donc c'est hyper compliqué d'appréhender la maladie, de la comprendre. On dit toujours, hein, bipolaire, c'est une sinusoïdale. Ça monte, ça descend. Quand on est bien, c'est que ça va aller moins bien, on le sait. Après, on apprend à vivre avec, mais quand on est parent, même on espère que ça va aller mieux, mais on ne sait même pas ce qu'on peut espérer. Et à chaque fois que ça ne marche pas, les conséquences sont dramatiques. Comme eux, plus d'1,5 million de personnes sont touchées par la bipolarité, soit 2% de la population. Elle reste pourtant mal connue. Cette pathologie complexe et invisible est difficile à diagnostiquer. Olivia Desmazières le sait bien, elle a eu ses premiers symptômes à l'adolescence. Mais le bon diagnostic a été posé bien plus tard, vers 30 ans, ici, au Centre Expert de Nancy. Même si son état est totalement stabilisé depuis plusieurs années et qu'elle a créé sa propre entreprise, elle se souvient bien des symptômes violents qu'elle subissait. Lors de la phase dépressive, alors c'était vraiment compliqué, c'était extrêmement noir dans mes pensées, beaucoup de fatigue, une perte d'engouement, d'envie, la difficulté de me lever. Et puis, au plus profond de cet état dépressif, vraiment des symptômes, même au niveau du visage, la difficulté de mobiliser mes muscles pour sourire ou même pour sortir le son de ma voix. Dans le trouble bipolaire, les variations de l'humeur, elles sont vraiment intenses, pathologiques. Parfois, elles sont sans lien avec les événements. Par exemple, dans la période dépressive, l'humeur, elle va être triste, peu importe ce qui se passe. Même s'il y a un événement joyeux, et ça va être accompagné d'autres signes, par exemple des modifications du sommeil, des modifications de l'appétit. La personne va pouvoir avoir des pensées très négatives sur elle-même, se sentir coupable, se dévaloriser. Je reste certainement 3 semaines dans cet état d'angoisse. Pour toutes ces raisons, la bipolarité est souvent confondue avec la dépression. Mais c'est une maladie mentale bien plus complexe, car les personnes alternent avec des périodes d'exaltation pendant lesquelles elles regorgent d'énergie et entreprennent plusieurs projets à la fois. Je suis rentrée dans une sorte, alors je vous dis ça avec mes mots à moi, mais dans une sorte d'engrenage d'hyperactivité cérébrale. Ça, c'est la première chose où en fait j'avais dans ma tête plein de pensées, plein d'idées, qui étaient souvent plutôt productives d'ailleurs et qui étaient toujours en lien avec ce que je faisais, ce que j'entreprenais. Le problème, c'est que ces pensées me parasitaient. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'avais des problèmes de sommeil. Je dors quasiment plus. C'est extrêmement compliqué parce que dans le regard des gens, on est stigmatisé et c'est douloureux. Et puis c'est compliqué tout simplement de suivre un quotidien quand notre quotidien est orchestré par des crises qui s'imposent à nous constamment. Pour réguler ces variations de l'humeur, les médecins du Centre Expert font ensuite un travail méticuleux pour trouver le traitement médicamenteux le plus adapté. Donc on va vous proposer, En complément avec une psychologue, ils préparent les malades à repérer les signes avant-coureurs d'une crise grâce à la psychoéducation. C'est vraiment un outil finalement d'auto-évaluation et puis de surveillance qui permettra peut-être au moment où les signes apparaissent de mettre en place des actions qu'on aura pu aussi un peu élaborer en amont. Ça peut être des signes assez différents, c'est pas toujours lié à l'humeur, mais ça peut quand même toucher l'humeur dans le sens d'une tristesse plus importante ou au contraire d'une jovialité ou chez quelqu'un qui présente une anxiété, une réduction très importante de l'anxiété. Mais ça peut être aussi une modification des rythmes de sommeil, de l'appétit, ça peut toucher la libido aussi. J'ai mis en place des listes de signes précurseurs.
Et cette liste, elle était tout simplement bien rangée chez moi. Et dès que j'avais le moindre doute, je sortais cette liste et je me questionnais sur où est-ce que tu en es là par rapport à ton sommeil, où est-ce que tu en es là par rapport à ta désinhibition, où est-ce que tu en es là. Et du coup, ça me permettait derrière de reprendre un rendez-vous plus rapidement avec mon psychiatre, par exemple, pour réajuster le traitement. Si la psychoéducation permet aux personnes bipolaires de se reprendre en main, les médicaments thymorégulateurs constituent le socle de base pour s'en sortir. C'est ce que nous explique le docteur Grégory Gross. Il a travaillé au Centre Expert de Nancy et il accueille aujourd'hui des malades en crise aiguë à l'hôpital Belle-Île de Metz. La molécule historique et de référence, ce sont les sels de lithium, qui est le traitement qui, très probablement, semble être le plus efficace au long cours, et également qui est très intéressant parce que c'est la seule molécule qui a prouvé son efficacité dans la prévention du risque suicidaire. Or, le suicide, c'est une complication majeure en fait, des troubles bipolaires. Donc on va pouvoir passer à 2 comprimés. Le lithium est associé dans certains cas à des antidépresseurs. Le principal souci, c'est que dès qu'ils vont mieux, les malades ont tendance à stopper le traitement. Souvent, quand nos patients malheureusement arrêtent le traitement, le risque c'est qu'il y ait une rechute, et souvent la rechute suite à l'arrêt du traitement est plus sévère et on a souvent un peu plus de mal derrière à traiter cet épisode-là. Depuis que ses médecins ont trouvé le bon traitement, Pauline a repris une vie normale. Elle a recommencé ses études et a travaillé comme vendeuse pendant les vacances. Bonjour. Mais il aura fallu 1 an pour faire les bons ajustements. Il y a eu beaucoup d'adaptations des médicaments, des dosages, parce qu'en fait, on tâtonne, quoi. Enfin, c'est vraiment selon notre état, notre humeur, etc. C'est vraiment du tâtonnement. Donc voilà, c'est très long. Et effet indésirable, donc prise de poids. J'ai pris, je pense que je prends entre 10 et 15 kilos. Donc, que j'ai réussi à reperdre aujourd'hui, donc voilà. Mais une grosse prise de poids et je pense que 2 à 3 mois après la première prise des médicaments, j'ai eu des chutes de cheveux comme je n'avais jamais eu. Enfin, en fait, j'arrachais mes cheveux par poignée. Et en fait, j'étais littéralement en train de perdre mes cheveux et du coup, c'était en fait un des effets secondaires du lithium. Bon, comment vous vous sentez en ce moment ? Qu'est-ce qui est là ? Je me sens assez en colère, j'en veux quand même à beaucoup de gens. Et puis il y a une situation particulière avec des amis qui m'a fait un peu monter ce sentiment en moi. Pour apprendre à gérer ses émotions, Pauline suit des séances de psychothérapie. L'hypersensibilité, l'anxiété sont des effets des troubles bipolaires, mais qui peuvent être maîtrisés grâce à la thérapie cognitivo-comportementale. Avec cette thérapie, on apprend à la personne qu'on accompagne à vivre avec ce qu'elle a. La philosophie de la thérapie ACT, c'est comment vivre une vie riche et pleine de sens malgré le stress et la douleur de la vie. Donc oui, il y a de la souffrance, et bien sûr, et la vie, elle est faite de choses qui ne sont pas agréables. Et c'est comment, malgré ces choses désagréables, comment trouver, être en lien avec la personne qu'on a envie d'être. Donc, vous inspirez sur 3 temps en gonflant le ventre. Parler avec une personne complètement extérieure à ma vie, à mon entourage, pouvoir évoquer tous les sujets, toutes les émotions, toutes les pensées autour de ces sujets et vraiment m'aider à faire le point, des fois à dédramatiser, à trouver des solutions. En fait, c'est juste... moi, je sais que sans la thérapie, je pense pas que j'en serais arrivée là, quoi. En tout cas, vraiment, ça m'a vraiment aidée. Comme Olivia, Pauline a aussi suivi des séances de psychoéducation qui lui permettent aujourd'hui de mieux gérer son quotidien. Je ne bois pas plus d'alcool du tout. Voilà. Je n'étais pas une grande consommatrice, mais en soirée, etc., j'en bois plus du tout parce qu'avec mes médicaments, pour moi, c'est pas OK. L'alcool, c'est hyper oxygène, donc le lendemain, c'est très dur. J'ai arrêté de fumer, je fais du sport, je mange hyper sainement. Enfin, vraiment, j'ai un rythme de vie qui est très, très sain,
qui est même un peu rigide, mais qui est vraiment essentiel pour moi parce que c'est comme ça que je me sens bien et je sais que si j'ai pas mes heures de sommeil ou c'est pas ok pour moi. Là, à l'instant T, moi j'ai envie de dire oui, on peut bien vivre avec la maladie. Psychoéducation, traitement adapté, thérapie cognitivo-comportementale, autant d'outils que Martial Cornevin aurait bien aimé avoir pour éviter le pire. Son fils Pierre, 28 ans, est atteint de troubles bipolaires depuis l'adolescence. Lorsqu'il a mis fin à l'appartement, lorsque les pompiers sont intervenus à Paris, lorsque c'est la police qui est venue récupérer Pierre, c'était un choc terrible, quoi. Et quand les forces de l'ordre ou les pompiers interviennent, on n'a plus le choix, on n'a plus voix au chapitre, c'est du placement d'office. Et donc Pierre s'est retrouvé pendant plusieurs semaines à Sainte-Anne sur Paris. Et là j'ai commencé à être confronté à une situation de violence, quoi. Je suis passé du jour au lendemain d'une situation qui me paraissait vivable, en tout cas possible, à quelque chose d'absolument insupportable. Par la suite, Pierre a fait une tentative de suicide qui lui a laissé des séquelles au niveau mental. Son père s'est senti complètement démuni. Il aurait aimé être mieux accompagné, mieux informé sur les risques, mais surtout sur les signes avant-coureurs. Quand votre gamin il allait bien, il ne va plus bien. Quand il était bon à l'école, il ne va plus à l'école. Quand il inverse le jour et la nuit, qu'il commence à jouer de plus en plus tard, quand il commence à avoir des comportements à risque, qui vole, qui range plus sa chambre, enfin des choses qui n'ont l'air de rien et qui ne sont pas réglées par juste « sois gentil, fais-le ». Il faut commencer au moins à se poser des questions. Et si on a un doute, ne pas hésiter à consulter. Même si aujourd'hui les consultations, c'est long, c'est très long de poser un diagnostic. On parlait de diagnostic précoce, mais aujourd'hui, précoce, on se fait diagnostiquer à 22 ans, 25 ans, 30 ans de maladie. C'est juste insupportable. Mais ça explique après coup ce qui s'est passé. Mais si on a la chance de détecter des signes avant-coureurs, on peut peut-être essayer de faire quelque chose pour que ces drames n'apparaissent pas. En 2025, la santé mentale est devenue une grande cause nationale. Mais dans la réalité, les moyens manquent cruellement pour mieux prévenir et soigner la bipolarité, laissant souvent dans l'errance, pendant 10 ans en moyenne, des personnes qui pourraient vivre une vie normale.